Bonjour à tous, bonjour Thierry, bonjour Laurent Wauquiez, député de Haute-Loire. Tenez-vous à préciser, l'actualité ce matin c'est encore l'Ukraine. L'Europe accuse Moscou d'être à l'origine des heurts dans l'est du pays. Est-ce que vous êtes favorable à des sanctions économiques contre Moscou, sachant qu'elles pénaliseraient aussi les pays qui prendraient ces sanctions, donc la France ? Ça ne sert à rien de montrer les muscles par rapport à la Russie. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est un dialogue avec la Russie et un dialogue politique. Souvenez-vous de la façon dont avait été réglée la crise en Géorgie par Nicolas Sarkozy. Ça avait été réglé par un dialogue avec la Russie. Aujourd'hui, prendre des sanctions par rapport à la Russie, pourquoi ça ne marchera pas ? Parce qu'on dépend du gaz. On dépend du gaz russe. Et donc ces sanctions-là seront parfaitement inefficaces sur la durée. Aujourd'hui, il faut qu'on prenne un peu de hauteur. Le problème, ce n'est pas juste l'Ukraine, c'est l'absence de véritable dialogue stratégique avec la Russie. Mais en gros, on laisse Poutine faire ce qu'il veut donc ? Non, pas du tout. Ça suppose d'avoir un dialogue, ça suppose d'avoir un vrai échange avec la Russie sur jusqu'où vont les frontières européennes, quelle part d'autodétermination on laisse aux populations de Crimée, quelle est la position de la Russie par rapport à l'Ukraine sur la durée. Or aujourd'hui, on n'a pas ce dialogue. Et ce qui me gêne, c'est qu'on a l'image d'une Europe qui est à la remorque des États-Unis, qui suit les orientations qui sont données par Barack Obama, et puis également, où est François Hollande ? Où est François Hollande dans cette crise ? Manuel Valls est Premier ministre depuis une dizaine de jours. Quel jugement portez-vous sur ces premiers jours à Matignon ? J'ai pas envie d'être dans une opposition qui soit systématique. Il y a des choses sur lesquelles je trouve que ça va dans la bonne direction. Essayer de faire plutôt des économies sur la dépense publique, c'est une bonne idée. Essayer de baisser les charges sur nos entreprises pour créer de l'emploi, c'est une bonne idée. Par contre, j'ai un vrai sujet d'inquiétude. Il faut que les Français sachent que leur feuille d'impôt va continuer à augmenter malgré les promesses qui sont faites. Et je pense tout particulièrement aux retraités. Cette année, il va y avoir des augmentations très lourdes, par exemple sur les complémentaires santé, ça c'est pour les gens qui travaillent. Les retraités qui ont eu plus de 3 enfants vont avoir une fiscalisation de leurs revenus et il y a également une remise en cause du quotient familial. Donc ce qui m'inquiète, c'est que contrairement à ce qui a pu être dit, les classes moyennes, les retraités, risquent d'être les premiers oubliés de cette politique de Manuel Valls. Et ça m'inquiète. Mais vous êtes prêt à répondre à son appel à travailler ensemble, à s'écouter, bref, à sortir de la guerre de tranchées de gauche-droite ? Par exemple, est-ce que vous pourriez voter le pacte de responsabilité qui viendra à l'Assemblée le 28 ou le 29 avril ? Vous savez, là, déjà en 2 ans, il m'est arrivé de voter des lois qui étaient proposées par le PS. Donc là, vous pourriez le refaire ou au moins vous abstenir ? Je ne suis pas dans une opposition systématique, donc je regarderai. Par contre, je suis sur une obsession systématique qui est celle de la place des classes moyennes, la place des retraités. Et je suis très inquiet de cette utilisation systématique de la corde fiscale depuis 2 ans. Vous qui êtes un grand pourfendeur de la dépense publique et du millefeuille administratif, est-ce que vous jugez que la suppression du département annoncée pour 2020 va dans le bon sens ? J'ai pas d'état d'âme par rapport à ça, mais juste ma seule question, c'est en quoi, si jamais vous supprimez le département, ça fait des économies ? Non, mais quand vous dites je n'ai pas d'état d'âme, ça veut dire quoi ? Que vous pourriez être pour ? Ça veut dire que je peux être pour. La seule chose que je demande, c'est qui va faire l'émission. C'est-à-dire qui va s'occuper des personnes âgées, qui va s'occuper des collèges, qui va faire la politique sociale. Et donc ce que je veux pas, c'est qu'on fasse croire que vous prenez une baguette magique, vous supprimez le département, vous n'avez pas d'argent à l'arrivée. Ça fait quand même pas mal de choses auxquelles vous n'êtes pas opposé finalement. Bah oui, mais j'essaie juste d'être constructif. Mais ça fait aussi des sujets sur lesquels je suis très vigilant. Europe, il faut tout changer, c'est le titre de votre ouvrage que vous publiez chez Odile Jacob. Alors vous dites que l'Europe doit désormais avancer à 6 et que ces 6 pays doivent former une sorte d'État fédéral. Ce serait quoi, des États-Unis d'Europe ? Non. L'idée, c'est quoi ? C'est que l'Europe s'est beaucoup trop élargie. Qu'on a fait une erreur majeure en mettant 28 États membres à l'intérieur de l'Europe et en s'élargissant notamment à l'Europe centrale. À l'arrivée, on a une Europe dans laquelle il y a des écarts de salaire, par exemple, entre la France et la Roumanie de 1 à 6. Vous avez encore dans l'actualité aujourd'hui des sujets qui sont évoqués avec les problématiques des Roms et les conséquences de la présence des Roms dans la délinquance. Vous parlez d'une note interne du commissariat du 6e qui demande d'expulser tous les Roms de l'arrondissement. Ça vous paraît conforme à l'idée que vous faites de la France ? C'est juste, il faut arrêter de se cacher derrière son petit doigt. Les Roms sont le symptôme d'une Europe qui s'est trop élargie. Quand vous mettez dans un même ensemble avec la liberté de circulation, la Roumanie et la France, avec des écarts de salaire de 1 à 6, vous avez des problèmes à l'arrivée. C'est pour ça que je plaide pour un changement et le fait de revenir à une Europe à 6. Dernière, on continuera à 28 à faire des échanges économiques, mais il faut un noyau dur. Et pour ce noyau dur, il faut peu de pays. Mais ce noyau dur, ce serait une Europe fédérale, des États-Unis d'Europe sans frontières ? Il n'y aurait plus de frontières entre la France, l'Allemagne, l'Espagne ? Ce serait surtout une Europe dans laquelle les gouvernements feraient des vraies politiques communes. On évoquait les questions de fiscalité. Comment voulez-vous que l'Europe marche alors qu'on a des telles différences sur nos impôts sur les sociétés, alors qu'on a des telles différences sur nos régimes de retraite ? Donc on a besoin d'avoir ce noyau dur cohérent.
où là, à 6, avec des pays qui sont comparables, on est capable de faire vraiment des choses ensemble. À 28, on n'y arrive plus, ça ne marche plus. Vous m'interrogez sur la question des frontières. Je plaide pour qu'on sorte de Schengen. Le fait de rester dans Schengen ne nous permet plus aujourd'hui de contrôler notre politique d'immigration. Ça ne marche pas là aussi. Et donc de ce point de vue, je crois qu'il faut en tirer les conséquences. On n'arrive pas à gérer à l'intérieur de l'Europe la même politique d'immigration. Tout simplement parce qu'on n'a pas les mêmes attentes. L'Allemagne a besoin de faire venir des immigrés. La France, au contraire, a une démographie importante. Donc là aussi, c'est le même principe. Il faut arrêter de se cacher derrière son petit doigt, accepter de dire les choses. Le Schengen est un échec, eh bien il faut en sortir. Alors dans ces 6 pays, vous ne mettez pas le Luxembourg. Il ne faut pas avoir dessous de jugeote pour juger que l'Europe marcherait mieux sans le Luxembourg. C'est Nadine Morano qui le dit. Qu'est-ce que vous avez contre le Luxembourg? C'est un État hors la loi pour vous? Qu'est-ce que c'est aujourd'hui que le Luxembourg? Le Luxembourg, c'est un pays qui a décidé de construire l'essentiel de son économie sur la finance. C'est un paradis fiscal. Et je ne dis rien d'autre que ce que sont les appréciations du Luxembourg. Quand vous mettez un paradis fiscal à l'intérieur du noyau dur, on aura beaucoup de mal ensuite à faire de l'harmonisation. On aura beaucoup de mal à rapprocher nos taux d'impôt, tout simplement parce qu'ils n'ont pas la même approche. Moi, si le Luxembourg change et décide de redevenir en dehors des règles d'un paradis fiscal, je n'ai rien contre le Luxembourg, évidemment. Mais ce qui me gêne, c'est que pour ce que je veux faire de l'Europe, s'il y a une vraie Europe cohérente, capable de mener des choses en commun, le Luxembourg ne nous permettra pas d'avancer, notamment sur les sujets fiscaux. Merci Laurent Wauquiez, merci Thierry, très bonne journée à tous. Merci beaucoup Gilles, à demain. La journée, nous allons la passer sous le